Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour en direct et ici même à l'occasion des Human Tech Days. Eh bien, quels apprentissages et réorganisations industrielles suite à la Covid? On en parle pendant une demi-heure avec nos deux. J'espère que notre troisième invité va nous rejoindre. Mais déjà, sur le plateau, Kevin Boissier. Bonjour. Kevin, vous êtes donc vice-président relations industrielles de l'Institut français de l'obsolescence, responsable supply chain chez Valeo et le coordinateur au sein du village francophone du collectif Smart Industry. Bonjour Kevin. Bonjour Marc-Lionel. Alors, journée marathon depuis ce matin, journée extrêmement intense. On va maintenant se focuser effectivement sur l'impact de cette Covid qui n'est pas sans conséquences et qui, en termes d'apprentissage de nouveaux process et d'opportunités aussi, offre aux industriels un nouveau monde à explorer. Prêt pour cette exploration ? Oui, tout à fait. Oui, effectivement, le Covid est extrêmement intéressant en termes d'apprentissage. On a vécu d'autres crises, mais une crise qui nous a forcés à nous refermer sur nous-mêmes, c'était pour l'instant pas encore arrivé. Et le principal intérêt de la crise Covid a été quand même l'élan collectif et la structuration de cet élan autour de l'industrie au tout début pour pouvoir réaliser nos premiers masques indispensables à la crise du Covid. Ok, merci beaucoup. À vos côtés, Adrien Sfessi. Adrien, bonjour. Merci d'avoir su trouver du temps pour être avec nous à l'occasion des Human Tech Days. Et merci également. Vous êtes donc le directeur associé de Orsteel. Vous êtes basé sur la Côte d'Azur et vous avez également un mandat. Vous êtes très impliqué dans la vie économique et notamment le développement de la filière industrielle sur votre territoire. Adrien, est-ce que j'ai tout dit ? Tout à fait. Dorénavant aussi, je m'occupe avec le label Origine France Garantie du Club 06. Origine France Garantie qui a été lancé par l'association ProFrance et qui s'occupe de labelliser l'ensemble des produits fabriqués sur le territoire avec soit des bureaux de contrôle qui viennent vérifier donc les entreprises. Voilà. Quand on parle de la Côte d'Azur, on imagine des plages, on imagine l'industrie du tourisme, on imagine Sophie Antipolis avec effectivement de la tech de pointe. On ne sait moins que c'est un territoire d'industrie et, devrais-je dire, d'excellence industrielle, Adrien Sfessi. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde beaucoup de médias, on a cette sensation que la première filière industrielle, c'est le tourisme. En effet, c'est la plus visible. Sauf qu'aujourd'hui, l'industrie dans les Alpes-Maritimes représente une forte valeur du produit qui est généré en termes de chiffre d'affaires et d'emploi. Et comme beaucoup le disent au sein du syndicat de la métallurgie de l'UMM, aujourd'hui à 1 euro qui est aujourd'hui acheté et qui est commandé dans l'industrie locale, c'est 75 centimes qui sont remis dans le secteur local. Donc, on a vraiment une redistribution complète avec un secteur industriel qui fait vivre le territoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des vallées qui sont fortes. On a Carrosse, on a la vallée des Paillons où je suis, on a des industries sur Grasse, on a des industries à Cannes. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez porteur. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors, dans quelques instants, peut-être nous rejoindra-t-il. A-t-il eu un petit souci de connexion? Mourad, qui était avec nous parmi les jurés de la session de pitch, pourra ou devrait peut-être nous rejoindre. En tout cas, je connais vos pédigrés et vos retours d'expérience. On a largement de quoi, dans cette demi-heure, et traiter le sujet du jour. Alors, question à tous les deux, répond dans l'ordre qui le souhaite. C'est clair que la Covid, ça a été une source de tension. Le monde a changé. On a vu des protocoles sanitaires, des difficultés d'approvisionnement. Et ça a permis à la fois de mettre en évidence des forces, des faiblesses dans les organisations. Ça, je pense que ce constat, tous les industriels ont dû le faire. Alors, la première des questions, déjà dans votre univers direct, on me signale, Inès, qu'il n'y a pas de retour son sur la réalisation. Donc, est-ce qu'on peut renvoyer le retour son? Voilà. Je vais peut-être laisser quelques instants. Le son fonctionne bien, là, normalement. Le son fonctionne bien sur le alors, OK. Sur le Zoom. Sur le Zoom. Bon, je ne sais pas, j'ai eu un petit message sur le Zoom, bien sûr, mais sur le YouTube. Est-ce que le stream… Oui, sur le son fonctionne sur YouTube. D'accord. Parfait. Excusez-moi pour ceux qui suivaient en direct, c'est les contraintes du direct. Alors, donc ce sera ma question. Quelles ont été dans vos organisations et dans les entreprises qui gravitent autour de vous, les principales difficultés, tout d'abord?
Si je me Kevin, permets, par exemple. ouais, je vais commencer en tant que coordinateur et principalement ensuite en tant que vice-président en charge de l'industrie pour l'Institut français de l'obsolescence. Et puis, je vais pouvoir développer un petit peu le principe de l'obsolescence. L'obsolescence, en réalité, on ne s'occupe pas que de l'obsolescence, mais on s'occupe aussi de la dépendance vis-à-vis de certaines sources d'approvisionnement, par le principe qui est développé par le département américain de la défense qui s'appelle le DMSMS pour Diminishing of Manufacturing Sources and Material Shortage. Et ce qu'on a pu voir dès le début de la crise Covid, qui continue de continuer, c'est justement ce problème de dépendance par rapport aux sources. Et la première réorganisation a été pour l'écosystème que j'essaye de coordonner, retrouver l'origine des matières premières, retrouver l'origine des fabrications et réussir à intercaler la totalité de ce chemin, de cette chaîne logistique dans sa fabrication pour pouvoir se maintenir. Le début du Covid, ça n'a pas été l'écroulement instantané des fabrications et en tout cas des besoins. Par contre, on a très très vite vu un effet domino sur des chaînes d'approvisionnement où les pays, les uns derrière les autres, ont commencé à se refermer sur eux-mêmes, à bloquer les frontières et donc du coup aussi à générer des problèmes en termes d'approvisionnement par le chargement des bateaux, par le chargement des trains ou par la congestion des avions. Ensuite, on a vécu le phénomène justement de congestion du transport et de saturation de certaines fabrications qui était lié en fait aux effets là, réellement du Covid sur les employés, la limitation du nombre de personnes dans les entreprises, les régions fermées parce que malades et la priorisation évidemment de toute la partie alimentaire santé et cette réorganisation qui s'est faite autour. Et effectivement, là encore une fois, on a trouvé d'autres dépendances, d'autres problématiques qui ont pu être mises en évidence. Donc, effectivement, notre faiblesse, c'était de s'être focalisé à l'extérieur suite à des années et des années de délocalisation pour des raisons purement économiques. Et n'importe qui, les principaux clients, c'est une vérité aujourd'hui, vont aller chercher le prix le moins cher. C'est notre façon de consommer dans la comparaison et pas forcément le produit disponible. Et forcément là, on s'est retrouvé, et on l'a vu lorsqu'on a eu les crises dans les supermarchés, aller chercher non pas le prix, mais la disponibilité. Et donc du coup, ça a certainement permis de relancer un équilibre qui sera entre la disponibilité du produit, la réactivité et surtout la sécurisation de cette source d'approvisionnement. Pour moi, en tout cas, c'est une certaine force. Après, on pourra développer un enseignement clair. Adrien Sfessi, à votre niveau, quelles ont été les principales difficultés à votre niveau et dans l'entourage élargi, puisque vous êtes un acteur, évidemment, avec une vision de toute une filière? La première difficulté, comme je le rappelle, c'est vrai que quand on a eu cette fermeture et cette mise en quarantaine, entre guillemets, de la population, ça a été de dire qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'industriels. Et c'est vrai qu'en une semaine, on a réussi à redisposer nos équipes et à lancer un produit qui n'était pas du tout notre savoir-faire au départ. Hein. C'était des plaques de plexiglas pour faire des protections donc, anti-Covid. Cette demande est intervenue comment? Elle est intervenue par un pharmacien qui avait un besoin et qui s'est retrouvé à vouloir au départ faire ça pour équiper sa pharmacie. Ça a pris un peu d'essor. Ça a été relayé sur des plateformes de vente et en fait, il a d'abord sollicité un confrère à nous qui était expert en pliage de plexiglas, et comme ils n'arrivaient pas à fournir, on nous a demandé. Et en fait, de fil en aiguille, on est passé d'une production où on devait laisser ouvert les entreprises pendant 2 semaines à une production où il a fallu qu'on tourne pratiquement en 2/8 parce qu'il fallait absolument fournir énormément de plexiglas, et puis que après, ça a engendré sur les communes, sur les commerces, bon, avec tout ce qu'on connaît maintenant. Et ensuite, ça a été après à des questions humaines. Au bout de 2 semaines d'ouverture en plein Covid, en plein confinement, nos équipes étaient d'un côté bien parce qu'elles pouvaient sortir de leur domicile et qu'elles avaient la possibilité de venir travailler, mais de l'autre côté, des tensions parce qu'on ne savait pas de quoi était fait le Covid, de la dangerosité et de comment ça se passait, pas de masque, on rappelle, donc on avait fait des visières, on a des imprimantes 3D, donc on faisait un petit peu comme tout le monde, ces fameuses visières qui ont été distribuées dans les hôpitaux, et ça a été vraiment de se poser cette question-là. Et c'est vrai que l'humain est passé dessus et il a fallu qu'on gère absolument beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de réunions de groupe, beaucoup plus derrière d'informations, parce que le simple fait qu'un collaborateur pouvait toucher à notre collaborateur, on avait l'impression qu'il y avait c'était anxiogène ce climat.
Et donc, il a fallu qu'on ferme 3-4 jours à un moment donné pour calmer un petit peu tout ça. Et de cette conséquence-là, finalement, on a fait travailler ensuite d'autres entreprises à côté. Et en fait, le microcosme sur la vallée des Paillons et au-delà, jusqu'à Carrosse, et la zone industrielle de Saint-Laurent-du-Var, a permis de montrer quoi? A permis de montrer que finalement, quand on est tous ensemble, on est plus fort, on arrive à répondre à une demande. Et c'est ça vraiment les conséquences finalement et les réponses qu'on a apportées à cette période du Covid, hein, parce qu'on est encore dedans. Hein. Aujourd'hui, c'est des soucis d'approvisionnement de matière, mais ça, on en parlera plus tard, qui se mettent en place. Mais tout ça, cette anticipation a permis de redistribuer les cartes. Et finalement, comme j'aime le dire, ce qu'on devait faire finalement en 4 ou 5 ans pour redistribuer et réorganiser nos équipes, on l'a fait en l'espace d'1 an. Alors, c'est dur. Humainement, c'est fatigant, c'est intense, à la limite à des fois d'un burn-out, si je peux m'exprimer ainsi, mais ça a été vraiment ça. En juin, juillet, ça a été vraiment, quand le déconfinement a eu lieu, le premier déconfinement, ça a été l'intensité est redescendue, donc les arrêts de commande, donc à gérer cette histoire de surstock. Et finalement, quand on discute aujourd'hui avec beaucoup d'industriels, des commerçants, des gens qu'on côtoie au quotidien, c'est cette multiplication d'événements les uns après les autres qui fait que, en fait, aucun confinement n'a été identique à l'autre. Aucune solution n'a été identique. Et en fait, c'est une remise en question perpétuelle jusqu'au moment où se dire est-ce qu'on continue comme ça et de s'emballer ou est-ce qu'on définit un modèle et on essaye, malgré le fait qu'on pourrait encore être distribué. Aujourd'hui, nous avons des demandes encore de plexiglas. On a refusé. On a dit maintenant, on s'est remis dans notre modèle économique, on s'est remis dans notre façon d'agir et on y reste. On ne se met plus à côté. Voilà, et ça, c'est vraiment ça. Et plus fort, et comme je l'avais dit un petit peu la dernière fois qu'on en avait abordé hein, sur une autre thématique, mais ça a été vraiment ça. Ça a été, ensemble, on a été plus fort et humainement, et l'humain a été la priorité finalement de cette crise. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, je me retourne également vers Mourad de Protecto qui nous rejoint. Un petit souci de connexion. Vous avez égaré. On était très inquiets, Mourad. Alors, vous aussi, belle success story en 22 secondes du coup, puisqu'on avance dans le débat. Votre parcours, et notamment industriel, on vous a connu, ne prenez pas offense, mais j'ai presque envie de dire tout bébé au CES de Las Vegas il y a quelques années. Depuis, on suit vraiment la success story qui est assez époustouflante. Donc, présentation en 22 secondes de Protecto. Et puis, on a été déjà dans le cœur du débat. Qu'est-ce qui s'est produit? Quelles ont été les principales difficultés? Comment vous avez géré ces risques? Et puis, j'en profite pour rebondir sur la troisième question. Quels ont été les outils les plus utiles pour faire face à cette crise du Covid? Voilà, quatre éléments, questions, risques, outils, etc. C'est à vous, Mourad. Nous sommes une start-up qui existe depuis à peu près 3 ans. Nous avons développé une housse connectée qui détecte les fuites d'eau globalement sur une cité. C'est unique au monde et nous avons remporté pas mal de distinctions, que ce soit en France et à l'international. Et en fait, pour revenir à ce qui s'est passé au mois de mars 2020, on a tous été confinés, on a tous été touchés au niveau économique. Notre activité, nous principale, la housse connectée, a été… Vous m'entendez là ? Oui, parfaitement. On vous entend parfaitement. En fait, notre modèle économique s'est arrêté net, brutalement, parce qu'on était en période de signature de contrat en plus pour le déploiement des housses connectées, et on travaillait beaucoup en B2B et directement avec des collectivités en fait pour ces déploiements de housses connectées pour détecter les fuites d'eau sur une commune. Et en fait, les collectivités avaient d'autres chats à fouetter. Comme on dit que sur le côté économique, c'était vraiment de répondre aux problématiques sanitaires. C'était vraiment une urgence et vraiment le principal objectif de toutes les collectivités. Donc, arrêt, pas signature de contrat, activité à zéro, contrat pas signé et une grosse problématique pour nous parce qu'on avait tout préparé pour arriver à la finalité des contrats. Et donc, du coup, on s'est retrouvé à réfléchir. Bon, nous, on était dans le domaine du textile. Donc, on avait, grâce au CES Las Vegas et tous nos réseaux, réussi à créer un réseau de partenaires et qui pouvaient nous aider. Et du coup, comme tout le monde a vu les images à la télé, lorsque j'ai été choqué, lorsque j'ai vu ces camions arriver à l'aéroport d'Orly, les masques chirurgicaux. On avait une grosse problématique d'approvisionnement de masques chirurgicaux en France. Et quand j'ai vu escorter ces camions par le GIGN, là, j'ai dit, là, on touche le fond. Parce que là, vraiment, pour escorter des masques, vraiment, j'ai dit, mais c'est le monde à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression que c'était de l'or ou un camion de Brinks. J'ai dit, là, il y a vraiment un gros problème. Où est passée notre industrie
de produits comme les masques chirurgicaux. Ça aurait pu être le gel, ça aurait pu être autre chose, mais surtout les masques. Et c'était un gros sujet. Et donc, en même temps, ce qui m'a conforté, c'est que M. Muselier, le président de la région Sud, était passé à la télé, avait démontré, c'était passé sur toutes les chaînes, que la cargaison de masques qui était destinée à la région Sud, c'était à peu près 5 ou 6 millions de masques qui avaient été détournés aussi par les États-Unis sur le tarmac. Et donc, j'ai dit, mais je me suis retourné sur la région avec qui je travaille et qui m'ont accompagné depuis 3 ans. J'ai dit, mais où est passée notre industrie et pourquoi ne pas réindustrialiser le territoire sur un produit de première nécessité comme celui-là? Et donc, ils ont trouvé pertinent ce projet. Nous, on était dans le textile. Et donc, ils m'ont dit, Mourad, on te laisse faire, monte le dossier et nous, on viendra appuyer financièrement pour acquérir des machines parce qu'il fallait acquérir des machines qu'on ne trouvait pas en France en plein confinement. Et donc, on a réussi ce pari en 2 mois de réindustrialiser la fabrication du masque chirurgical et vraiment made in France, c'est-à-dire que nos fournisseurs, on a insisté pour que nos fournisseurs de matière soient vraiment français, certifier nos masques et on a tout de suite au 1er juin, on a été submergé par les demandes parce que déjà, il n'y avait pas de masque, mais aussi le fait de pouvoir sortir de cette dépendance chinoise sur ce produit Made in France. Et nous avons mis en place aussi un cycle de recyclage des masques qui a beaucoup plu aux collectivités. On a fait la boucle du circuit court et vraiment, on a mis en avant le savoir-faire français sur une réindustrialisation d'un produit qui avait disparu, qui était accessible à tout le monde. Et donc, ce projet a réussi. Nous avons écoulé à peu près entre plus de 2 millions de masques. Nous avons des clients maintenant un peu de partout en France, mais même en Europe, qui sont très satisfaits par le Made in France. Le Made in France à la côte, et ça, j'en suis très fier. Et je suis, on va dire, le porteur de drapeau pour mettre en avant le Made in France. J'ai poussé une gueulante il n'y a pas très longtemps auprès de l'Assemblée nationale, même au questeur, M. Bachelier, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, nos chers députés portaient des masques chinois. Et donc, c'est tout cet ensemble de l'industrie qui a été recréé, qui a permis à approvisionner tous les citoyens français et même voir ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup, on les envoie en Espagne, en Italie, et vraiment de sortir de cette dépendance chinoise, parce que vraiment, il faut comprendre que l'industrie chinoise est puissante. Ils font énormément de dumping. Il y a énormément de dumping. J'ai même été approché par des groupes chinois qui ne pouvaient pas avoir le Made in France, mais leurs clients leur demandaient du Made in France. Et ils me proposaient de vendre leurs masques à bas coût et eux, en contrepartie, de mettre en valeur, ils n'avaient pas cette gamme Made in France et de vendre à leurs clients qui leur demandaient le Made in France. Donc, tout de suite, j'ai fait marche arrière, je les ai envoyés bouler, en gros, parce que j'ai trouvé ça aberrant. Si en plus, on doit les aider à vendre leurs masques ici sur le territoire, c'est vraiment grave. Mais cette industrialisation, cette réindustrialisation, a été très pertinente, très cohérente et en plus, ça a créé à peu près une quinzaine d'emplois. On a des solutions sur le territoire, on a des organismes, des plateformes d'accompagnement financièrement ou même au niveau des compétences. On a tout ce qu'il faut dans toutes les régions. Mais c'est vital pour le plan de relance qui va arriver. C'est vital que ces institutions et ces collectivités ou ces grands donneurs d'ordre comprennent une chose, c'est on est dans l'obligation de se tourner vers notre industrie. C'est un peu chauvin ce que je dis, mais c'est même vital. J'ai beaucoup de partenaires et de confrères qui sont dans la fabrication qui me disent c'est très difficile d'arriver à accéder à tous ces marchés, à tous ces appels d'offres, à tous ces donneurs d'ordre, parce qu'ils sont toujours sur la base du prix le plus bas. Et ça, automatiquement, ça nous balaye et ça nous met... c'est-à-dire, on ne peut pas rivaliser avec les Chinois, hein, en gros. Mais je me bats avec mon petit bâton de pèlerin pour vraiment comprendre. Ce matin, j'étais en réunion avec des responsables du territoire pour leur faire comprendre qu'il va falloir changer même notre mode de fonctionnement, même sur les appels d'offres, sur les marchés, peut-être pendant un certain temps très court, mais de privilégier plutôt le soutien à l'économie locale, le soutien aux produits du territoire, à l'industrie locale et pendant un certain temps pour relancer la machine en fait. C'est même primordial au niveau économique, mais au niveau social. Et donc, nous, on a été la preuve vivante qu'on peut faire des belles choses à condition que les institutions soient pertinentes, ils nous accompagnent. Et derrière, nous, on est là pour faire marcher la machine et pour employer des gens et protéger l'emploi, et ainsi de suite. Voilà. Je ne vous entends pas. Martinet, tu es sur mute.
Oui, je me suis mis sur mute, pardon. Oui, je disais maintenant pour laisser la place au débat, il nous reste 10 minutes environ. Je vous propose des questions courtes et des réponses courtes, peut-être en regard croisé. Donc, on voit bien que finalement, ces opportunités, enfin, la Covid a amené, au départ, tout le monde a eu très, très peur, les stocks, etc., mais a aussi su amener des opportunités et ouvre effectivement une vision. On a aussi vu nos dépendances. Alors, peut-être en regard croisé, les enseignements de la Covid, la réactivité, l'agilité que vous avez su mettre en place, garant j'ai envie de dire, de rebond pour l'économie française. Vous y croyez comment, avec quelle technologie et de manière très, très opérationnelle, qu'est-ce que vous recommandez bien, aux industriels qui suivent nos émissions et qui ont besoin eux aussi de s'inspirer de votre retour d'expérience opérationnelle. Alors, qui veut témoigner? Alors, je vais vous donner des réponses courtes, comme ça on aura peut-être plusieurs éléments de réponse. Kevin, Adrien, allez, Kevin. Oui, si je me permets juste une introduction, l'industrie, non pas comment, mais déjà avec qui? L'industrie française, avec ses clients, avec ses fabricants, en synergie effectivement, et avec des vraies sources d'approvisionnement identifiées, des sources de fabrication identifiées. L'exemple de Protecto est vraiment parfait sur la partie Covid. Et essentiellement, et encore une fois, ça a été souligné juste auparavant, avec les autorités publiques. C'est-à-dire que c'est une politique d'État et il faut être poussé et il va falloir que ce soit poussé au-delà de la durée d'un mandat. Et je pense que c'est une très, très grosse difficulté aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plein de belles actions, il y a plein de belles choses, mais malheureusement, je suis forcé de constater que l'industrie, elle ne se fait pas sur 5 ans. L'industrie, elle ne se fait pas sur 3 ans. Il a fallu peut-être attendre cette crise de Covid pour se dire qu'en regardant ses pieds, il nous manquait des choses. Effectivement, il faut réussir à rebondir avec ça. Donc, encore une fois, la connectivité, le fait de travailler en collaboratif, le fait de pouvoir se connecter, de se partager des moyens, de se partager des connaissances, se partager des machines, pour moi, a été essentiel. Les outils, un Smart Industry 4.0, l'impression 3D pour les visières, on a pu le voir, mais aussi pour les outillages qui ont permis à faire certaines visières ensuite injectées, le laser, les découpes, les choses comme ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'outils qui ont pu être mis en place parce qu'on les maîtrisait. Et l'industrie française, c'est une industrie de haute technologie, mais elle ne doit pas oublier d'être manufacturière et de garder aussi cette connaissance et de maîtriser cette connaissance. Merci pour la question, Adrien, sur cette question. Vous y croyez? Quels outils, quelles réponses? Où sont nos chances? Et est-ce que, voilà, sur quoi on se bat? Y croire, j'y crois bien sûr, hein, comme Mourad. Je crois que l'effort qui est fait aujourd'hui et qui a été fait de montrer que l'industrie a été là pour répondre aux attentes en plein Covid, on a prouvé qu'on y était. Par contre, il ne faut pas que ça se passe et que ça s'oublie. Je pense que le naturel revenant au galop, en effet, on va rechercher du prix, on va rechercher derrière de la rentabilité. Et aujourd'hui, nous, acteurs français qui avons montré qu'on pouvait être réactifs, qui avons montré que nos industries pouvaient continuer à tourner en plein Covid, que nos salariés pouvaient être mobilisés, il ne faut pas les oublier. Et je crois que le coup de gueule qui a été porté, en effet, sur cette histoire de questions à l'Assemblée nationale par rapport aux masques chinois est révélateur. Aujourd'hui, nous, on se bat au quotidien avec les collectivités pour leur faire comprendre, par exemple, nous, on est dans l'éclairage, on va dire, architectural, hein, donc on éclaire des cathédrales, des mairies, on éclaire des places publiques. Aujourd'hui, on est contre des produits qui sont d'importation et aujourd'hui, il y a des délais de fou et on vient nous voir vraiment quand il n'y a pas le choix ou quand on est voilà, ou les gros groupes qui nous sollicitent quand en fait, ils n'ont vraiment pas de possibilité, ils viennent nous voir. Et je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment important pour les pouvoirs publics, pour ces acteurs-là, de montrer qu'en effet, le service français, ça a un prix, mais ça a aussi derrière des emplois, ça a aussi la possibilité de faire nourrir des familles, de faire consommer. Et au final, quand on s'aperçoit que notre industrie est forte, eh ben, ils iront où? Ils iront consommer dans les hôtels, ils iront consommer dans tout ce secteur et ce microcosme qui fait que ce pays aujourd'hui est un beau pays et qui nous amènera à réussir. Message politique à adresser aux élus. Les élus sont aujourd'hui mobilisés. Nous ouvrions ce matin nos travaux avec l'élu de la région Centre-Val de Loire, hein, Valentino, en charge et notamment de la performance numérique. Même question, réponse courte pour avoir un dernier tour de table avec vraiment des pistes. Mourad, sur la partie réponse, alors on a vu la réponse politique, on a vu effectivement la maîtrise du temps long, qui est évidemment une force qu'ont sans doute les concurrents ou en tout cas les confrères chinois
moins nous autres dans les pays occidentaux où les décisions politiques sont beaucoup plus rapides. Mais sur la partie peut-être un peu plus technique aussi, c'est quoi l'ADN d'une entreprise qui est armée pour le futur et pour rester dans la course? Ben, en gros, depuis un an, il y a beaucoup d'entreprises, petites ou moyennes ou grosses, qui ont été sous perfusion, on va dire, par l'État. Et ça, c'est pas trop un bon modèle économique parce qu'on n'était pas habitué à vivre comme ça. Dans l'avenir, pour la relance et pour refaire marcher, redémarrer la machine France, il faut arrêter la perfusion, mais il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire au lieu de perfuser, de donner de l'argent aux entreprises, c'est plutôt de leur offrir des carnets de commandes avec une priorisation sur du territoire. Et donc, j'ai travaillé pendant 6 mois et on arrive à la finalité. Un outil, par exemple, et j'en ai parlé au sous-préfet à la relance qui est venu, qui a fait ce tour de France, qui est venu nous voir ici pour avoir des idées. Il cherchait, parce qu'ils vont faire un rapport, il cherchait des idées pour relancer un peu le côté économique. Et donc, un outil parmi tant d'autres, ce que je lui ai expliqué, c'est que ça tourne toujours autour de la fabrication française. Et on est en train de créer, donc j'ai sorti un label d'un territoire qui va s'appeler Made in Arles, Pays d'Arles, Provence, et qui est tourné vraiment à 100% sur la fabrication du territoire, que ce soit industriel, artisanal et ainsi de suite. Et c'est un outil qui permet de mettre en avant et à la lumière toute cette fabrication, parce que beaucoup aussi d'institutions ne savent pas ce qui est fabriqué sur le territoire, il ne faut pas se leurrer. Ils ont un mécanisme où ils travaillent toujours avec les mêmes, ou alors il faut faire une appel d'offres, ils attendent que ça vienne vers eux. C'est-à-dire que nous, on a mis un outil qui va mettre en lumière l'industrie du territoire. Et c'est en se tournant vers notre économie de notre maison, quand on a un problème, on se tourne vers sa famille, c'est en se tournant sur des outils comme ça qui permet de relancer la machine. Et surtout le côté, et là j'insiste beaucoup, ce n'est pas sur le côté chiffre d'affaires que je parle là. Là, je parle sur la problématique sociale, parce qu'on va arriver sur beaucoup de gens qui vont déposer bilan, beaucoup de sociétés qui vont se retrouver endettées parce qu'elles se sont endettées faute de trésorerie, et beaucoup de personnes au chômage. Là, le problème, il va arriver dans un an. Et si ce plan de relance n'est pas fait intelligemment, et se tourner vers la fabrication et la priorisation même, la priorisation, j'arrête pas de le dire, la priorisation sur le patriotisme économique, on va droit dans le mur. Merci. Il nous reste en gros 3 minutes et demie pour conclure. Alors, moi, j'entends des mots qui doivent résonner, j'imagine, Kevin, dans vos oreilles, quand on parle de réappropriation des ressources locales, de partage de machines sharing, on en a beaucoup parlé ce matin, de tech, de production, d'impression locale et de réappropriation des ressources des territoires. Ça vous parle? Je vous propose peut-être un dernier tour de table, messieurs, pour synthétiser un petit peu ce qui s'est dit dans nos travaux ou évoquer une idée que vous auriez aimé développé qui n'a pas été jusqu'à présent. On commence avec vous, Adrien. Votre dernier conseil, votre dernière piste pour ce focus. Partager, échanger, être toujours en discussion avec les autres et se rapprocher à travers en effet des labels, des clubs d'entreprise, des certifications qui font qu'on se rapproche. Nous, de notre côté, on a créé une marketplace qui s'appelle Bayeta Shop, par exemple, et qui a pour but d'aider les commerçants et les industriels à proposer des choses en click and collect local. Ça a été lancé cette semaine. Donc voilà, je pense que comme Mourad, il faut pas s'arrêter, il faut proposer, il faut innover. Et je pense que c'est ça qui fera l'avenir de nos métiers et l'avenir des emplois français. Adrien, nous serons aujourd'hui, on est connecté à la région Centre-Val de Loire à l'occasion uniquement, hélas d'ailleurs, digitale des Human Tech Days. Ce sera moins vrai, souhaitons-le, au mois d'octobre. Un mot sur les dates de l'événement où vous serez vraiment un des grands maîtres de cérémonie à Nice pour Industria. Alors nous, Industria, tout à fait, salon de l'industrie locale qui est porté par l'association Attica, qui réunit l'ensemble des acteurs industriels autour de magnifiques tables rondes, autour de discussions, autour d'actions qui sont faites en fonction de la jeunesse. Et j'espère, pourquoi pas, que Mourad pourra être aussi présent, pourquoi pas, hein, dans le 06, c'est pas loin, pour raconter son parcours. Et je pense qu'en effet, plus on racontera ce qu'on a fait et qu'on s'est mobilisé à travers cette industrie qui sera particulière cette année, plus on montrera finalement aux autres industriels que c'est possible et qu'on peut s'ouvrir et innover tout en étant
industriel avec des machines-outils. Et je crois que c'est ça qui sera le maître mot de cet industriel-là. Et Michel Managot, président d'Attica, portera aussi ces messages. Adrien Sfessi, un grand merci, directeur associé d'Orstil et effectivement acteur important sur l'industrie du futur, son territoire. Nous serons là. Alors, l'invitation est lancée, Mourad. Votre mot de conclusion pour également donner quelques pistes pour d'autres rendez-vous, évidemment, que nous aurons avec le village francophone. Mourad. On repart sur une feuille blanche. On a tous traversé une tempête. Nous avons même été à la limite de fermer. Nous avons su rebondir. Il faut prendre vraiment une leçon de ça et vraiment réécrire notre économie et le plan de relance. C'est très important, c'est même vital. Et tout ce qui va se passer sur le territoire français, que ce soit sur l'industrie, que ce soit sur l'artisanat, que ce soit sur plein de choses, sur la montée en compétences, sur les innovations, tout ça, c'est vraiment des outils qui vont sortir notre pays de cette concurrence internationale qui est vraiment dure et très, très difficile à affronter. Et la clé, elle est chez les politiques, en fait. La clé, elle est chez les politiques. J'arrête pas de le dire, c'est les politiques qui ont la clé. Il y en a beaucoup qui disent ce qu'ils font, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Et ça, c'est une devise que je vois souvent et ça me remonte quand je vois ça. Il faut changer complètement pas mal de modèles déjà de nos institutions sur le plan d'aide économique. Voilà, que ce soit avec des appels d'offres, que ce soit avec des montées en compétences. Nos innovations, vous l'avez bien vu, au CES, on est pratiquement, je crois, le premier ou le deuxième producteur d'innovation dans des CES comme Las Vegas. On est distingué. Tous ces politiques viennent nous mettre, on met en avant le savoir-faire français au niveau mondial, on est connecté avec le monde entier. Je veux dire, il faut vraiment maintenant passer aux actes. Voilà. Merci Mourad. Alors c'est toujours frustrant pour moi, animateur, mais je suis le maître du temps. Merci pour votre passion, merci pour votre énergie, Adrien. Mourad, alors Kevin, une ultra en 20 secondes conclusion parce que je vous retrouve dans l'atelier suivant où là c'est un peu le complément de ce qui s'est dit. On va parler d'IoT, on va parler de blockchain, on va parler de robotisation à l'extrême, de nouveaux matériaux, de blue, de microalgues, tout ce qui va permettre d'être à la pointe. Un mot de conclusion et de liaison avec l'atelier qui commence dans quelques minutes. Oui, alors déjà, l'industrie n'a pas attendu, elle s'est pris par la main et elle a fait des propositions. Et donc, c'est ça qu'il faudrait récompenser clairement. L'autre point, ce n'est pas le tout d'aller chercher les choses à l'autre bout du monde. Il faut penser aux filières de revalorisation. Et ça, c'est la RSE. Et c'est ce que fait la France, ce que font les pays européens au global. C'est-à-dire qu'on s'occupe aussi de savoir ce que vont devenir nos déchets et de quelle manière on va les revaloriser. Ce n'est pas le tout d'envoyer la totalité des éléments de loin sans s'occuper des conséquences. Et ça, c'est extrêmement important. L'industrie sait faire, l'industrie peut faire, l'industrie a envie de faire. Il faut juste lui donner les moyens de le faire. Merci pour cette conclusion. Merci à vous trois. On sent l'énergie, on sent la volonté et vous êtes tous, vous délivrez. Donc, c'est une preuve supplémentaire. À tout de suite. Donc, merci. Prochain rendez-vous. Voilà, prochain rendez-vous, Vivatech, Mourad, Adrien. Je vous attends dans les jurés. On aura la super finale des gens de la Hannover Messe, des gens de Human Tech Days et pourquoi pas vos propres candidats qui peuvent sur vos territoires encore déposer un dossier. Super candidat qu'on amènera à Nice ensuite sur les terres d'Adrien. À très vite. Merci Marc, à bientôt. Au revoir, messieurs. Merci. Au revoir.